Bonjour, je m'appelle Julia Bouzokova. J'ai décidé de faire une présentation sur l'homéopathie parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens avec qui j'ai parlé, ils ne connaissent pas du tout l'homéopathie ou s'ils l'ont entendu parler, ils ne savaient pas qu'est-ce que c'est ça exactement. Donc voilà, avec cette présentation, mon but est justement de vous introduire un petit peu à l'homéopathie. Bon. L'homéopathie, c'est une méthode alternative de soins de santé qui est douce, naturelle et qui a un caractère informatif, énergétique. Cette médecine a été fondée en fin de 18e siècle par le médecin allemand Samuel Hahnemann. Je vais vous parler un petit peu d'Hahnemann et de cette façon, je vais vous introduire encore mieux l'homéopathie. On va suivre son chemin pour voir comment il s'est rendu, comment il a découvert finalement les lois qu'on utilise en homéopathie. Donc, Hahnemann, il a été une personne très, très instruite. Euh, il connaissait cette langue. Pendant qu'il étudiait la médecine classique, si je peux dire, euh, il a dû traduire plusieurs livres de langue latine puis ancien grec. Et les livres qu'il a traduits portaient beaucoup sur la nature, les maladies, les observations qui ont été faites sur la nature des maladies également. Donc, comme on va voir plus tard, toutes ces observations lui ont servi pour découvrir finalement les bases de l'homéopathie. Donc, il a fini ses études, il a commencé la pratique comme un médecin, mais il n'a pas été content des résultats et des approches de la médecine qu'il trouvait trop rudes par rapport à lui-même. Donc, il a assez rapidement quitté euh, le travail comme médecin. Il a fermé sa clinique, puis il est retourné à la traduction des livres. Et en traduisant, un jour, il a lu une phrase, une pensée finalement du médecin austrien qui disait que la propriété guérisseur Chinchona qui guérissait la malaria était due au fait qu'elle avait un goût très amer. Donc, il a trouvé ça vraiment trop bizarre et stupide un petit peu comme affirmation, vu qu'il était chimiste de plus, puis il connaissait plusieurs substances qui étaient très amères, mais il ne guérissait pas du tout la malaria. Mais cette phrase lui est restée un petit peu dans la tête, puis à un moment donné, il a décidé de faire des expériences sur le cinchona. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à prendre des substances, il a commencé à prendre cette substance en effet plusieurs reprises et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a commencé à éprouver les symptômes de la malaria. Il était vraiment surpris, donc il a décidé de refaire cette expérience avec ses amis et les gens de sa famille, puis il a découvert encore les mêmes résultats. Ce qui l'a apporté à trouver la première loi de l'homéopathie, qui est la loi de la similitude. En effet, c'est encore Hippocrate qui avait dit dans le temps similia similibus curentur, qui veut dire exactement le semblable guérit le semblable. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette loi? Je vais vous montrer des images. Donc ici, si on a une personne en bonne santé et on commence à lui donner des remèdes préparés de façon homopathique,
donc des remèdes dilués. On va s'en parler un petit peu plus tard sur ça. Et on répète cette prise. À un moment donné, on voit que la personne commence à avoir des symptômes sur différents niveaux, au niveau de son psychisme, les émotions et le niveau physique. Donc, tous ces symptômes, on les prend en considération, on les inscrit quelque part. Puis, si une autre personne, ça c'est une autre personne, qui arrive et qui a les mêmes symptômes qu'on a marqués sur ce remède-là, donc on sait que si on donne à une telle personne le même remède, ce remède va guérir la personne malade. Donc, le similimum guérit le similimum. Ça, c'est la première loi. Cette loi seule, elle ne fait rien. En fait, il sont nécessaires deux autres lois. La loi des autres dilutions. Qu'est-ce que c'est ça? Mais on dilue les substances, puis on le dynamise. La dynamisation, on le fait à l'aide de succution. On fait des succutions de la bouteille qui contient les substances diluées. Si on manque l'étape de secousse, de la dynamisation, il n'y a pas d'effet des remèdes homopathiques. En effet, ce ne sont plus de remèdes homopathiques, c'est juste des substances diluées. Mais, donc je répète, il est extrêmement important qu'on suive les deux étapes. On dilue, puis on dynamise. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est exactement, plus en détail. Et la troisième loi, c'est la loi de l'individualisation. Ça veut dire on ne donne pas un remède pour un mal de tête, parce que ce remède guérit le mal de tête. Non, on donne un remède à la personne qui a le mal de tête. Chaque personne est individuelle. On prend la personne dans sa globalité, donc on prend les symptômes de son psychisme encore, de sa vie émotionnelle, de ses sentiments, de ses troubles physiques également. Donc tout ça, ça fait un portrait global à qui on peut assigner un remède homopathique qui va être capable de guérir le malade. Comment l'homéopathie fonctionne? Il y a une chose qu'il faut comprendre tout d'abord, ça c'est que l'énergie, chaque être vivant est justement vivant à cause de son énergie vitale. L'énergie vitale, c'est elle qui nous donne la vie finalement, c'est elle qui gère toutes les fonctions dans le corps, le discours, si vous voulez, qui se fait entre les différents organes, les messages qui s'envoient dans le corps, tout ça est géré par l'énergie vitale. Donc, si on n'a pas une telle force, en effet, on n'est plus en vie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des observations qui ont été faites encore avant Hahnemann. Et pour que vous compreniez ces observations, je vais vous expliquer à l'aide des exemples. Donc, les médecins se sont rendus que, si je prends l'exemple de la petite vérole. La petite vérole, on sait qu'elle peut occasionner la surdité et la dyspnée. Donc, ce qu'ils ont observé les médecins, c'est que si une personne est malade, souffre de la dyspnée ou a des problèmes d'oreille, et si une telle personne tombe malade de la petite vérole, celle-ci va enlever finalement la maladie qu'il avait auparavant. Donc, s'il était sourd, si la personne était sourde,
Après l'apparition de la petite vérole, il retrouve sa capacité d'entendre. Si la personne souffrait de la dyspnée, après l'apparition de la petite vérole, il retrouvait à sa respiration normale. Un autre exemple, c'est celui de la variole. Comme on sait, elle peut provoquer des problèmes de testicules des garçons et des hommes. Donc, ce qu'il a observé encore une fois le médecin, c'est que si une personne avait justement des problèmes de testicules, et si cette personne tombait malade de la variole, après le passage de cette maladie, les testicules guérissaient. D'ici, on peut faire l'observation suivante que si une maladie plus importante rentre, si je peux dire, dans l'organisme, elle éteint une maladie qui lui est semblable et qui a été déjà présente dans l'organisme. Qu'est-ce que ça veut dire maladie semblable? Ça veut dire une maladie qui produit des symptômes semblables. Donc ça, c'est la deuxième observation importante. Et maintenant, les remèdes homméopathiques, qu'est-ce qu'ils font? En effet, les remèdes homméopathiques représentent finalement des maladies artificielles semblables qui sont introduites dans l'organisme dans le but justement d'atteindre la maladie qui a été présente dans cet organisme. Et vu que cette maladie est artificielle, après le passage de cette maladie artificielle, après un certain temps, après qu'on arrête de prendre les remèdes homméopathiques, après que l'énergie vitale ait accompli tout ce qui était nécessaire à faire pour arriver à la guérison, cette maladie artificielle simplement disparaît. Maintenant, je fais rapidement une différenciation entre la médecine classique et l'homéopathie. Ça, je le fais. Pourquoi je le fais en effet? C'est pas pour parler contre la médecine classique, non, c'est loin de là. C'est une médecine qui est vraiment importante, qui a sa place dans les cas urgents, par exemple, des opérations inévitables, etc. Mais vu qu'on connaît pas mal tous cette médecine classique, voilà pourquoi je m'en sers pour faire la comparaison entre l'homéopathie et la médecine classique. Donc, tout d'abord, les approches des deux sont différentes. Pour la médecine classique, l'approche est plutôt locale. Ça veut dire si un patient souffre de problèmes dans le foie, le médecin va considérer le foie. On va l'envoyer chez quelqu'un qui est spécialiste dans cet organe, puis il va traiter juste le foie. S'il a un problème du cœur, on va l'envoyer chez un spécialiste de cœur. Donc, c'est une approche locale. Pour les homméopathes, l'approche est globale. Comme je l'ai dit tantôt, on s'intéresse de la vie, des émotions, des sentiments, des problèmes physiques aussi de la personne pour avoir ce portrait global dont j'ai parlé tantôt. Quelles sont les causes de la maladie pour la médecine classique? C'est tout le temps quelque chose de matériel, soit un virus, soit une bactérie, soit une hormone, disbalance des hormones, etc. Pour les homméopathes, il s'agit tout d'abord d'une perturbation de la force vitale. Donc, cette perturbation peut être causée par quelque chose d'immatériel, par exemple des émotions fortes, des émotions toxiques. Ça peut perturber la force vitale. À partir de là, on ouvre, si vous voulez, la porte pour que une cause matérielle déjà s'installe, pour que le virus rentre et commence à faire sa job. Donc, il y a tout le temps une perturbation de la force vitale qui vient avant chaque apparition physique. Qu'est-ce qui est traité? Pour la médecine classique, on traite
l'organe malade et on se bat contre la maladie, tandis que l'homéopathe essaie de guérir le malade. C'est lui qui est considéré. Donc, si le malade vient avec un problème, par exemple, mal de tête, et après les remèdes homéopathiques, le mal de tête disparaît, mais la personne commence à se sentir mal dans sa peau, il est plus énervé, il n'a pas la force à affronter sa journée, de commencer sa journée. Pour l'homéopathe, ce malade n'a pas été guéri. Ces symptômes ont été simplement supprimés. Mais il n'y a pas eu une guérison parce que justement, le malade comme tel n'a pas été guéri. Les résultats du traitement pour la médecine classique, oui, les symptômes sont améliorés parce qu'on fait tout le temps des attaques contre les symptômes, antidouleurs, anti-inflammatoires, antidépressifs, tout est anti. Donc, on supprime les symptômes, mais la cause de la maladie reste dans l'organisme et la maladie commence à chercher une autre façon à se présenter finalement. Parce que le but de la maladie, si vous voulez, c'est de montrer qu'il y a un dérèglement, il y a une disbalance dans l'organisme. Il faut qu'on trouve la cause de cette imbalance et traiter justement le cœur du problème. Aussi, le système immunitaire devient plus faible à cause des antibiotiques et les médicaments chimiques qui sont utilisés. Pour ce qui concerne l'homéopathie, les perturbations initiales de l'organisme est éliminées et de plus, le malade se sent bien sur toutes les sphères, émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Le système immunitaire est aussi renforcé parce qu'avec l'homéopathie, on va dans la direction du système immunitaire. On ne va pas contre sa décision comment représenter la maladie. On suit le système immunitaire, donc on lui dit genre, bon, tu as bien fait, continue, vas-y, donc on la renforce. Les effets indésirables, avec la médecine classique, malheureusement, on arrive à gaspiller l'énergie vitale parce que pour transformer toutes les substances chimiques, pour que l'organisme puisse prendre seulement ce qui lui est nécessaire, ça prend beaucoup d'énergie de l'organisme. J'ai parlé déjà de l'affaiblissement du système immunitaire. Malheureusement, ça, on a tous été des témoins. Il y a des apparitions, des problèmes dans d'autres systèmes et organes de l'organisme. Par exemple, Advil, je prends l'Advil qu'on utilise beaucoup malheureusement, trop souvent. Il peut provoquer des réactions respiratoires de type crise d'asthme, des maux de tête. Ça peut jouer aussi sur le foie. Très souvent, on se ramasse avec plusieurs pilules, l'un après l'autre, qui traitent les effets secondaires du premier remède, le troisième remède. On le donne pour combattre les effets secondaires du deuxième remède, etc. Pour ce qui concerne l'homéopathie, il n'y a pas d'effet secondaire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est des aggravations des symptômes. Et ça, encore une fois, c'est pas nécessaire que tout le monde passe par une aggravation, mais ça, c'est quelque chose qui peut arriver et c'est un bon signe. Comme je vous ai dit, le remède homméopathique fonctionne comme une maladie artificielle qui est légèrement plus forte que la maladie initiale du malade. Donc, il est normal que les deux maladies, si vous voulez, s'ajoutent et il y a une aggravation des symptômes temporaires qui
passe d'elle-même à un moment donné et se calme. Ça ne prend pas beaucoup de temps. 1, 2 jours peut-être, puis ça se calme. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça peut arriver. Deuxième chose qu'on peut voir pendant un traitement homéopathique, c'est qu'on peut observer un retour temporaire de vieux problèmes, ce qui est encore un très très bon signe. Ces retours disparaissent par eux-mêmes, donc il n'y a pas de danger, ils ne vont pas rester là. Puis, ça c'est juste pour... c'est comme si le système immunitaire passe par des endroits où il avait déjà essayé de passer, mais on ne l'a pas permis. On avait supprimé ces expressions. Donc maintenant, on lui permet. Donc, elle fait son expression. Les succès historiques de l'homéopathie, rapidement, en quelques mots, donc l'homéopathie a été utilisée pendant le choléra en Londres, la fièvre jaune aux États-Unis, la grippe espagnole. Ici, vous voyez le taux de mortalité pour les gens qui ont été traités avec la médecine allopathique puis l'homéopathie. Donc, vous voyez, les résultats sont très, très bons pour ce qui concerne l'homéopathie. Qu'est-ce que l'homéopathie peut guérir? Donc, elle est très, très bon pour traiter des maladies chroniques, comme par exemple sinusite, amygdalite, otite à répétition. Donc, tout ce qui se répète, on le dit une maladie chronique. L'homéopathie est aussi très bonne pour les maladies aiguës, tout ce qui apparaît subitement en grande force et qui disparaît ensuite. Et aussi très très utile dans les cas de troubles du comportement. Donc, hyperactivité, le déficit d'attention, anorexie, anxiété, les phobies, dépression, tout ce qui provient du mental, des émotions. Quelles sont les limites de l'homéopathie? Une des limites les plus importantes, parmi les plus importantes de l'homéopathie, c'est si l'énergie vitale est faible. Donc, si on a un cas d'un malade qui était malade depuis 20 ans, qui a pris beaucoup de médicaments pour supprimer ses symptômes, donc son énergie vitale est déjà trop faible pour faire quelque chose avec le remède homéopathique qu'on va lui suggérer. Pour faire quelque chose avec le message que le remède homéopathique va lui envoyer finalement. Donc, je ne peux pas dire telle ou telle maladie n'est pas impossible d'être guérie à l'aide d'homéopathie. Non, ce n'est pas le nom de la maladie qui nous intéresse, c'est l'état de l'énergie vitale de la personne malade. Évidemment aussi, les cas d'urgence, quelqu'un qui s'est cassé le pied, puis le bras, ou après un accident, c'est sûr et certain, c'est la médecine classique qu'il faut chercher dans ces cas-là. Quels sont les remèdes homéopathiques? Ces remèdes proviennent du royaume végétal, animal, puis minéral. Donc, par exemple, ici, on voit la camomille, qui est un très très bon remède homéopathique. On a des poisons, du serpent, d'araignées, toutes sortes d'animaux. On a aussi des souches minérales, par exemple, le sel, Natrum muriaticum, c'est un remède homéopathique d'une grande importance, une grande polycreste. On a aussi des souches microbiennes, par exemple l'influenzinum, qui représente
la vaccine homéopathique. Donc, c'est un vaccin antigrippal qui est produit à partir de la nouvelle souche de l'année, qui est préparée évidemment par la méthode homéopathique. Donc, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a rien qui est mauvais et nuisible pour la santé. Maintenant, quand on achète un remède homéopathique, on peut remarquer très rapidement qu'il y a un nombre puis une lettre qui apparaît après. Qu'est-ce que ça signifie? 15CH, 6X, 30K. Bon, CH, ça signifie centésimale hahnemannienne. Donc ça, c'est la méthode qu'Hahnemann utilisait pour préparer les remèdes homéopathiques. Donc ce sont des dilutions centésimales. Comment qu'on prépare les remèdes homéopathiques? Tout d'abord, on part avec la teinture mère. Donc ça, c'est la substance en forme crue, si vous voulez. À partir de cette substance, on prend une volume, une goutte, on va dire. Une goutte, on le met dans une petite bouteille qui contient 99 gouttes de solvant. Le solvant peut être de l'eau, de l'alcool ou les deux mélangés. Après ça, donc on obtient 100 gouttes. Voilà pourquoi c'est centésimal. À partir d'ici, on fait des secousses de cette bouteille pour dynamiser le contenu. Rappelez-vous la deuxième loi. Donc, on a l'étape de dilution, mais aussi de dynamisation. Donc, après les secousses, on obtient un CH. Ensuite, si on prend une goutte de 1 CH et on le met dans une autre bouteille avec 99 gouttes de solvant, et on fait des secousses encore une fois sur cette petite bouteille, on obtient le 2CH. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Les dilutions D ou X, c'est la même chose. Ça, c'est pour la dilution décimale. La procédure est exactement la même, sauf que au lieu d'avoir 99 gouttes, on va avoir juste 9. Donc, 9 plus 1, ça fait 10 gouttes, donc décimale. Voilà d'où ça vient. La dilution K, ça vient de Korsakovienne. Korsakov a été un médecin russe qui a travaillé dans l'époque d'Hahnemann. Donc, il utilisait beaucoup l'homéopathie, sauf qu'il était, si je peux dire, plus pauvre, donc il n'avait pas beaucoup de bouteilles. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait une seule bouteille. Donc, à chaque étape, il versait le contenu de la bouteille et il gardait juste un petit peu, genre une goutte, puis il ajoutait du solvant ensuite. Il secouait, il le versait encore en laissant juste une petite goutte et il continuait la même procédure, mais toujours avec une seule bouteille. Donc, ça fait des dilutions qui sont, si je peux dire, un petit peu plus douces. Donc, c'est plus différent que CH. Ouais, on ne peut pas vraiment comparer tel ou tel. C'est quoi qui est mieux, c'est quoi qui est plus dilué, c'est difficile à dire, malheureusement, mais ils sont très, très intéressants comme dilution. Peut-on se soigner seul? Dans les cas aigus, oui, on peut, à la condition qu'on sait quoi faire, à la condition qu'on connaît les règles de base que je vais vous énumérer tantôt. Dans les cas chroniques, malheureusement, c'est presque impossible. C'est trop difficile que quelqu'un ait une image de soi qui est objective. Même les homéopathes cherchent l'aide d'autres homéopathes quand il s'agit de se guérir eux-mêmes. Aussi, le traitement d'un cas chronique est beaucoup plus difficile, donc ça exige les connaissances d'un homéopathe qualifié. Quelles sont les règles de base dans les cas aigus pour se soigner seul?
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas aller plus haut que 30 CH. Je ne vous conseille pas. Parce que si on va trop haut et on n'a pas été correct dans le choix de remède ou on a trop souvent répété, on peut se créer des symptômes désagréables, on peut se créer certains troubles. Donc, si on reste jusqu'à 30 CH, 9, 12, 15, on est correct. Ensuite, il faut essayer de choisir tout le temps un remède qui couvre le plus de symptômes possible. Par exemple, c'est quoi qui aggrave le malade? Est-ce que c'est l'air frais? Est-ce que dans la nuit, ça lui fait du bien? Ou vers 16 heures, son état s'aggrave? Ou quand il boit de boissons chaudes, ça lui fait du bien? Ou le contraire. Donc, le plus possible qu'on peut ramasser d'informations sur l'état actuel du malade, le mieux on peut choisir le remède qui lui correspond. Ensuite, il faut savoir qu'après 3 prises du remède, on ne voit aucun changement, aucune réaction. Ça veut dire qu'on n'est pas avec le bon remède. Donc, comme vous voyez, ça veut dire que l'homéopathie fonctionne très rapidement dans les cas aigus. Quand on parle de réaction du remède, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une temporaire aggravation. Ça, c'est une réaction. Ça peut être une amélioration. Ça peut être le malade s'est endormi ou le malade a plus d'énergie. Donc, tout ça, il faut qu'on soit un très bon observateur pour ne pas manquer les bons signes. Parce que quand on a eu une réaction, il faut espacer les prises du remède. Parce que quand on a une réaction, c'est comme si le corps nous dit, l'énergie vitale nous dit, OK, j'ai compris le message, je vais faire quelque chose avec. Donc, on espace les prises. On peut savoir que plus l'état de malade est grave, plus on peut se permettre de rapprocher les prises, les doses. Donc, si on a une très forte fièvre ou la personne tousse énormément, ça l'empêche même à respirer correctement, on peut se permettre de donner le remède chaque 5-10 minutes. Mais il ne faut pas oublier d'espacer dès qu'on voit même un petit peu une réaction. On ne peut pas établir une règle fixe et stricte pour combien de fois il faut prendre telle ou telle dilution, parce que chaque organisme, comme vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, chaque organisme est individuel. Donc, chaque organisme répond d'une façon différente aux stimuli qu'on lui donne. Mais en règle générale, on peut penser que si on donne le 30 CH, on peut se permettre 4-5 doses sur 24 heures. Si on donne 9, 12, 15, 6, 7 prises sur 24 heures. Mais encore une fois, il faut se baser tout le temps à cette règle importante. Comment prendre les remèdes homéopathiques? Donc, on prend le petit granule. Ici, vous voyez une granule, mais moi, je mets tout le temps 2 ou 3 au cas où, si je ne connais pas bien le laboratoire qui a fait le remède, juste pour être certaine que chacun des granules va avoir l'information nécessaire, j'en mets 2 ou 3. Donc, on le met dans 200-250 ml d'eau. L'eau, c'est mieux que ce soit l'eau de source, non pas l'eau de robinet ou l'eau minérale, parce qu'elle contient d'autres choses que l'eau pure. Donc, on le laisse fondre, on les laisse fondre les 2 granules. Après les avoir fondus,
On frappe fortement. Moi, je le prends tout le temps, je le fais tout le temps dans une bouteille. Donc, je frappe fortement la bouteille de bas. Je le prends avec la main droite et je le bats sur la main gauche 5-6 fois. Et à partir de ça, on prend une cuillère à soupe qu'on retient dans la bouche pendant 10 secondes environ avant d'avaler. Et c'est tout. Le reste, on peut le mettre dans le frigo. Et avant chaque prise, il faut frapper la bouteille 3, 4, 5 fois. Tout le temps, ça c'est important. Il faut éviter de prendre le remède moins de 30 minutes avant ou après la prise. Avant ou après le repas ou la cigarette. Il faut que la bouche soit propre d'odeur pour que ce soit juste le remède homopathique finalement qui rentre en contact avec les récepteurs. Ensuite, le café, malheureusement, il faut l'oublier un petit peu pendant qu'on est en guérison, dans le chemin de la guérison. Donc, il faut l'oublier parce que le café fait annuler les effets de remèdes homopathiques chez certaines personnes. Malheureusement, on ne peut pas savoir en avance quelle personne va réagir au café et quelle personne ne sera pas capable. Ça ne lui fera rien. Donc, si on prend du café, on ne peut pas savoir est-ce que le remède comme tel n'a pas été le bon, est-ce que c'est pour ça qu'on n'a pas de réaction, ou c'est simplement parce que la personne a pris du café, puis le café a annulé le fonctionnement du remède. Donc, on ne prend pas de café. En tabac, il faut éviter au moins autour des prises. Camphre puis la menthe sont aussi à ne pas prendre pendant qu'on essaie de faire la guérison. Qu'est-ce qui se passe si on donne un remède qui n'est pas correct? Bon, si le remède était en basse dilution, jusqu'à 30, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas juste répéter. Quand on s'est rendu compte que ce n'est pas le bon remède, on l'arrête simplement, puis c'est comme s'il n'y a rien qui s'était passé. Pourquoi je vous ai mis cette image ici? Mais imaginez qu'on est en train de construire une maison et on est rendu à l'étape où on a besoin du bois pour continuer le travail. Sauf que on n'apporte pas de bois, on donne quelque chose d'autre, sable, peu importe, quelque chose d'autre qui n'est pas ce qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reste, on ne fait rien, on attend le bon matériel, on attend la bonne information dans notre cas, le bon remède. Par contre, c'est comment on commence à donner beaucoup de la même chose qui n'est pas utile, n'est pas nécessaire. Par exemple, ici, on est rendu, disons, à l'étape où on n'a plus besoin de bois, mais on continue à nous fournir de bois. Qu'est-ce qu'on fait? Vu que c'est beaucoup, il faut qu'on fasse de quoi? Soit on va commencer à faire une autre maison, soit on va le mettre à côté quelque part, mais on va réagir. Donc, c'est la même chose qui se passe avec l'organisme. Quand on lui donne une haute dilution ou on lui a trop souvent répété une remède de basse dilution, mais qui n'a pas été bon, qui n'a pas été le remède homopathiquement choisi, il va y avoir une réaction de l'organisme. Il est possible. Donc, dans ces cas, pas de problème, il faut juste arrêter tout de suite les prises et donner le temps. Le temps, tranquillement avec le temps, les symptômes vont s'estomper d'eux-mêmes. Ou, évidemment, il faut chercher le bon remède. Dès qu'on trouve le bon remède, on le donne, puis l'organisme va savoir comment se rattraper avec le bon message.
Bon, ici, je voulais parler de la prévention de la grippe et le rhume. Mais je pense que je vais le laisser pour un autre moment pour ne pas vous donner trop d'informations en même temps. Donc, ça serait une deuxième capsule qui va traiter la grippe puis le rhume. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne utilisation de l'homéopathie, cette belle médecine. Au revoir.